la fin de la semaine. Et oui, vous êtes sur Lady Tribe. Ouais, c'est la pêche là. On a hâte d'enlever les talons. J'ai même envie d'enlever mes chaussures, les filles. Franchement, hein, en fait. Mais non, tu vas pas le faire. Non. Les ladies restent des ladies, tu Voilà. supportes. Voilà. Comportement oblige. Voilà. Comment ça va, les filles? Ça va, j'ai un peu le nez qui me gêne, mais ça va. Coronavirus. On respecte la Non. distanciation. On c'est à un mètre. respecte, non. Voilà. Et on peut toucher. Comment s'est sinon, passée voilà. la semaine? Ça va, et toi? Ouais, super top, super top. Ça va. Super top. Et toi, Sam? Oh, tranquille, Tu hein, comme shines, d'hab. sister, Mais tu oui, shines. bah ouais, Qu'est-ce comme qui se d'hab. passe? Hein? Bah, je Noël. sais La pas, baie en c'est bleu. que 2020, malgré le tas Ouais. de chichis et autres, c'est- bah, On est quand même arrivé en 2020 dans décembre. l'ensemble a été quand même une assez belle année pour moi. Ouais, et surtout ton anniversaire, tu ne t'as pas raconté. Non, je vous dis, le gâteau de Sabrina était trop bon. Ouais, c'était trop bien. Voilà, et T'as eu surtout des je suis cadeaux? contente parce qu'on approche de plus en plus vers 2021, Ouais. donc Ouais, voilà, franchement. voilà, je suis contente. C'est ça le challenge de 2020, on a dit non? Rester en vie, Rester en vie, voire en 2021. bonne santé. Ouais. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Lady Tribe. Sabrina, alors, on approche décembre, c'est vrai, c'est quoi la news? Bah, la news de la semaine, bah, c'est l'Ouganda, voilà, qui est le 2 décembre dernier, Oui. 2 dernier, qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc qui a décidé de lancer son premier vaccin test. Ah, Ouais. l'Ouganda? Oui, l'Ouganda. Ah ouais. L'Ouganda. Eh ben, ça bouge en Afrique. Hein. Ben C'est oui. très bien ça, ouais, nous sommes là. Donc, le président ougandais, son Excellence Yoweri Museveni, a annoncé au cours d'une adresse sur la télévision nationale ougandaise le démarrage dans le pays ce mois de décembre, donc, des essais cliniques d'un vaccin contre la Covid-19. Le président a également annoncé le développement de médicaments contre la Covid-19, dont certains sont déjà à l'essai. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Et les médicaments qui sont à l'essai, ils ont déjà fait leurs preuves. Les gens s'en sortent, ils sont Pas guéris. encore, justement, on va y arriver. Donc, l'Ouganda est sur le point, donc, à en croire ce qu'a dit le président Museveni, outre ce vaccin dont il n'a pas donné plus de précision pour le moment, Oh, d'accord. les scientifiques ougandais ont développé donc une série de médicaments contre la pandémie. Et il a rajouté, je cite, dans la bataille contre le coronavirus et les autres virus, nos scientifiques m'ont annoncé la bonne nouvelle qu'ils ont mis au point 7 produits merveilleux, non Wow. pas un, mais 7 Sept. produits merveilleux, dont 6 Ouais. sont à l'essai et un stimulant immunitaire est déjà utilisé. Donc, parmi ces médicaments, donc, on a un dilatateur bronchique qui pourrait se substituer donc à un respirateur artificiel. Ah. Donc, je pense que c'est plus pour les patients Oui, qui sont atteints en au insuffisance- stade oui, en avancé. dans le comment dire, Insuffisance qui sont en respiratoire, insuffisance oui. respiratoire. Voilà. Donc, ce médicament servira à maintenir ouvertes les voies respiratoires d'un patient. Et selon le président Museveni, depuis le 15, le 15 dernier, donc avant-hier, de 15 décembre 2020, les patients sous strict contrôle médical ont essayé le médicament et les scientifiques disent que d'ici 40 jours, ils pourront dire si oui ou non Si oui ou Le vaccin. Le vaccin peut médicament se est permettre. efficace et si ça fonctionne bien. Et après, il faut préciser aussi que l'Ouganda, tout comme l'Ouganda, voilà, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc ont également de bonnes pistes sur des vaccins contre la Covid-19. Bah, c'est très bien, écoute. Pourquoi la victoire ne viendra pas de chez nous, hein, Gabriel? Écoute, parce qu'il y avait Madagascar, hein, en plein milieu de la pandémie même, là, Madagascar avait sorti Ouais, son- avec la Covid organique. Oui, la Covid organique, tu vois, écoute. Donc, on va garder les oreilles accrochées à Oui, l'Ouganda pour oui. voir dans les 40 jours si tout s'est bien passé. Ok. Merci Sabrina. Gabriel, oulala, mais elle me fait de la peine avec sa grippe et tout. C'est pas la Covid-19. C'est pas, C'est pas de c'est pas, coronavirus. c'est pas mes yeux coronavirus. sont bleus. Mais tu vois, tu es mignonne comme ça, tu as ses yeux. Donc, je l'ai peut-être Tu malade. es charmante en fait avec ses yeux. Une petite biche. Tu vois? Merci Sabrina pour toutes ces informations. On va rester accrochés à l'Ouganda et voilà, on vous donnera plus d'informations. Continuons notre émission avec le nom d'un jeune Gabonais qui fait la fierté du basketball. Il s'appelle Willy Aseko. C'est le nom de la semaine. Les filles, Willy Aseko, Il y a Seko, ça vous parle ou basketball. pas? Voilà, basketball. J'allais ça dire vous- pareil, mais sinon, non, pas plus que ça.
Oui, on entend parler de Willy Aseko toujours dans le basketball. Lui, il a fait parler de lui avec la Basketball Academy. Yes. L'émission qui était diffusée sur Canal. Exactement. Canal+, oui. Donc, l'émission qui était diffusée sur Canal, comme a dit Sabrina, c'était dans l'émission, ils ont rencontré 20 jeunes Gabonais et ces jeunes-là, pendant plusieurs jours, ont eu la chance de profiter des conseils de tous les pros qui étaient autour, hein, des jeunes qui voulaient devenir des stars du basketball. Donc, il fallait s'inscrire au Basketball Academy et c'était rediffusé sur Canal. Voilà. Donc, après la BBA, donc Basketball Academy, où des jeunes, comme on a dit, des jeunes Gabonais, c'était de 15 à 18 ans, c'était pas tout le monde, qui rêvait de devenir basketteur, donc pouvaient participer et tout. Et à la fin, ils avaient l'opportunité d'être envoyés dans de grandes équipes, d'être recrutés, d'être dénichés par de grands professionnels. Donc, Willy Aseko se lance aujourd'hui dans la course à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball. Il veut être le président de la FEGABAB. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est un bon joueur. Oui. Enfin, c'est une bonne carte, on va dire. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu jouer, mais je sais déjà que, vu son histoire de Basketball Academy, là, je pense qu'il est quand même un peu engagé, très à fond dans la cause du basketball gabonais. Donc peut-être qu'il mérite une chance. Il faut essayer de lui donner une chance et on verra ce que ça va donner. C'est une bonne carte. Hein? Parce que c'est vrai, comme vous avez dit, écoutez, qui mieux que le docteur pour être dans un hôpital? Je ne sais pas. C'est ça, écoute, comme a dit Sabrina, il connaît le basket, il a joué au basket, il est très engagé, comme elle a dit, avec la Basketball Academy, tout ça. Pourquoi pas la gestion de la fédération? Écoute, on souhaite bonne chance à Willy Aseko. Voilà, on donne le bénéfice du doute. Et il a créé un site internet spécial pour sa campagne. Donc, c'est sur son site internet qu'il a fait l'annonce. Il ne va pas en douceur. Oui. Il peut accéder à la présidentielle en douceur. Yes, you can, Willy. Je te dis que ça vous met très dans l'anglais en ce moment. Elle dit, voilà, c'est une Obama girl maintenant. Yes, you can. Yes, you can, Willy. Voilà. Donc, il nous a dit, et il a un peu dit, hein, c'était quoi ses projets, c'était quoi sa vision. Donc, il promet de créer et de réhabiliter les terrains de basketball existants déjà et partout sur toute l'étendue du territoire. Il promet aussi de restructurer l'arsenal juridique qui encadre la pratique du basketball au Gabon. Donc, je pense qu'il va traiter le côté juridique du sportif, plus précisément du basketteur. Et bien sûr, de créer un centre fédéral pour la formation des jeunes. Super. On se disait bien. Super. On va. L'anglais de Sabrina, en fait, la lady aujourd'hui, elle est très dans l'anglais là. Laissez, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. C'est bien, bon courage à toi, Willy, et j'espère que voilà. Écoute, nous sommes avec toi, candidat. C'est trop dur de fou rire sur le plateau de Lady Tribe. Toujours avec Sabrina. On revient tout de suite après. Elle va nous donner le nombre choisi par la Tribe. Alors, le nombre de la Tribe, c'est 51 000. Pas 51 000 francs. Hein. Je pensais à l'argent. En fait, quand tu as dit 51 000, je me suis dit, bon, c'est le nouveau prix de quoi? C'est quel forfait? Sac de ciment. Sac de ciment. Ah bon? À l'UOB. Check. Les choses, c'est nous. Les choses, c'est nous. Oui. On a dit le sac de riz là-bas, 50 kilos, c'est 50 000 francs. Oh, le c'est écoute. C'est fou. Alors, 51 000 personnes infectées au Gabon par le VIH-Sida. Ah ouais. Voilà. C'est moins drôle. Donc, dans son dernier rapport publié en juillet 2020 sur l'épidémie mondiale du sida, le programme commun des Nations Unies, donc l'ONU-Sida, a estimé à 51 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Gabon. Selon l'ONU-Sida, le Gabon, avec une prévalence estimée à 4,1%, est situé parmi les pays à prévalence élevée pour l'infection à VIH, ce qui demeure un véritable problème de santé publique. Ouais. Donc, nous sommes en plein mois de décembre. Donc, le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Mais au niveau national, le thème de cette année, c'est la responsabilité de chacun et les efforts de tous pour lutter contre le VIH. Donc la campagne va se poursuivre. La campagne se poursuit tout le mois de décembre, se poursuit encore aujourd'hui. Il y a non pas que les campagnes de sensibilisation, il y a aussi les dépistages qui sont, qui sont gratuits et anonymes
au niveau de l'hôpital de Mélène. Donc, c'est l'occasion, en fait, pour le gouvernement, pour les autorités, en fait, de rappeler que cette pandémie qui est là depuis des années existe et continue de faire des ravages. Donc, vous avez encore le temps. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre, donc vous pouvez... Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'en décembre qu'il faut se faire dépister. C'est pas qu'en décembre. Vous pouvez le faire tout au long de l'année, mais là, pour ce mois de décembre, c'est gratuit, c'est anonyme. Personne ne saura que tu allais faire. Donc, ayons des comportements ayons des comportements, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Covid, là, mais le sida est là. N'oublions pas, le sida, c'est... On néglige, j'ai envie de dire, quand tu ne te sens pas concerné par la chose. Mais c'est dingue, quand même, depuis les années 80. 51 000 personnes. Oui, c'est dingue, 51 000 personnes. Surtout qu'on n'est pas nombreux. Écoutez. Donc, soyez responsables. C'est une affaire qui touche tout le monde. Voilà, soyons responsables, comme a dit Miss Sabrina. Voilà, il ne faut pas m'appanne lorsqu'on vous demande d'aller faire le test. C'est le mot de la tribe. Donc les filles, lorsque je dis je m'appanne, on m'appanne, est-ce que vous entendez le mot m'appanne? Parce que oui, vous savez que sur la tribe, on valorise le Toli Bangando, donc le parler 100% 241. Et là, aujourd'hui, on a le mot m'appanne. Donc les filles, je m'appanne. Je m'appanne. Et là, en fait, je ne le sais pas parce que je parle le Toli Bangando, mais plus parce que j'ai souvent entendu mon petit... En fait, je te vois danser, je pensais que tu chantais. Là, tu chantes ou tu danses? Parce que j'ai souvent entendu mon frère dire à ses parents, je pensais que c'était une chanson. Ok. On m'appanne. Et là, je me suis dit, bon, on m'appanne. Après, les gars s'en vont. J'ai compris, ah d'accord, en fait, ça veut dire on vous gars. On s'en va. En fait, quand tu dis ça, on dit on vous gars, on reste dans le Toli. Je pensais à m'appanne, c'est genre le pivot, le coin. Le coin, non, mais oui. Il y a le m'appanne, on m'appanne, je m'appanne, tu m'appannes. J'adore. Sabrina nous a donné un nouveau verbe, le verbe m'appanner, s'il vous plaît. Le verbe m'appanner, c'est pour dire on s'en va. C'est tout, on vous gars, on lève. Au cas, voilà. Oui, comme les filles ont totalement raison. Mapan désigne, comme a dit Gabriel, d'abord il y a le coin, le Mapan, le quartier, des choses comme ça. Mais comme Sabrina nous a révélé le nouveau verbe, le verbe mapaner. Donc lorsque vous conjuguez le verbe mapaner et que vous dites je m'appanne, ça veut dire je m'en vais. Je m'appanne à l'étape suivante. Donc l'image, Gabriel. L'image de la tribe de cette semaine. J'aime bien comment elle fait l'image de la tribe. C'est que non, là je suis dépassée, l'image de la tribe. Oui, je suis dépassée clairement parce que c'est on voit une petite asiatique, je ne sais pas de quel pays exactement elle vient. Ouais. On aura envie de dire chinois, mais non, je ne sais pas. Donc en tout cas l'asiatique, elle doit avoir, je pense, à tout casser, elle doit avoir 1 an. À part si elle est toute petite vraiment, mais elle a 1 an, d'après moi, elle a un stylo, elle est en train d'écrire des chiffres, elle compte en écrivant en fait. À moins d'1 an, sinon 1 an. Je te jure, elle est en train d'écrire 1. C'est un petit 2, 3. Je te jure. Arrivé à 16, je vais la voir qui réfléchit pour savoir ce qu'il y a après le 16. Et après, elle trouve 17. Pardon. Après le 14, oui. Elle écrit 16. En fait, elle chantonne en même temps. En fait. Elle est trop mignonne. C'est qu'elle a vraiment l'air. En fait, elle a vraiment l'air sûre d'elle. Elle est trop mignonne. Avec assurance. Oui, en fait. Mais tu vois, elle chantonne et tout. Vas-y, elle enjoy, tu vois. Coco, parfois, vous ne savez même pas. Non, c'est l'enfant qui vous montre la route. Vraiment. Mais on a toujours besoin de plus petit que soi, non? Est-ce que c'est bien comme ça? Elle est vraiment petite aussi. Peut-être, je sais pas. Ça vous a, tu penses qu'elle a une maladie? Peut-être que c'est une vieille dans le corps de l'enfant. Peut-être. Ou alors, je sais pas, moi, peut-être qu'en réalité, elle a 5 ans. Mais ou peut-être elle est génie, arrête. Tu as dit que c'était un génie tout à l'heure. Quel retard de croissance? Ça m'épate parce que, bah écoute, parfois, nous-mêmes, on a... Enfin, quoi que pas pour les petites choses comme ça, mais parfois, nous-mêmes, les grands, on est un peu... Ouais. Donc, quand tu vois un enfant faire ça... C'est après, on dit que les Asiatiques, ils sont super. Ouais, ils sont développés, ceux qui développent souvent des choses... Écoute. Et les téléphones... Oui, hein, c'est pas impossible. Hein. Et moi, j'ai vu une vidéo récemment d'un petit. Lui, par contre, il fait la multiplication. Un petit garçon, il est tout rond comme ça, tout mignon. Un petit, oui, il n'est pas asiatique, il est africain. Et lui, on fait 2 fois 2, 4. Après, il fait 4 fois 4, 16. Après, 16 fois 16. Mais il répond, je te jure, en fait. C'est un petit garçon, tout mignon, tout joufflu, là, tu vois. Ouais, c'est un surdoué, voilà. Donc, on pourrait penser que c'est une surdouée aussi. Ou alors, peut-être que je me trompe vraiment sur son âge, mais clairement, c'est une petite. En tout cas, elle est mignonne. Elle est toute mignonne avec ses 2 petits pompons, là. Non, mais clairement, c'est la partie où elle... Elle est trop mignonne. De base, déjà, le fait qu'elle écrive les chiffres et tout, c'est quelque chose. Mais bien après, sûr. qu'elle est en train de réfléchir. Genre, mais tu te rends compte qu'en fait, justement, elle sait c'est quoi, tu vois.
Et je peux entendre la voix de sa mère derrière qui est en train de l'encourager ou quoi que ce soit. C'est trop mignon en tout cas. Ouais, c'est tellement mignon. Faites comme la petite fille. Dès qu'elle a 1 an à la maison, commencez à donner les tables de multiplication. Les tables de multiplication à vos enfants, voilà. Elles seront des grandes femmes. Donc, Gabi, c'est quoi le Congosa que tu as pour nous après l'image? Toujours moi, je suis toujours dans le registre musique et tout ça. Oui, dis-nous. Lifestyle, les choses. Les choses comme ça. Donc là, pour la doc de Lunette, la doc de la Tribe, c'est Singila et Charlotte Dipanda. Singila? Oui. Toi, tu n'avais pas parlé de Singila. On n'a pas déjà parlé de Singila et Charlotte. Non, enfin, bon, peut-être pas sur le plateau, mais les deux là n'avaient pas déjà une histoire. Ça y est, ils sont ensemble. Ah, ok. Ils sont ensemble. D'accord. Ah bon? Ils sont featuring. D'accord, ils sont ensemble. Une collaboration voilà. musicale. Moi, je croyais une collaboration amoureuse. Même si on leur a déjà prêté une relation. Mais oui, ils sont collés depuis un temps. Peut-être qu'ils sont best friends. Best friend. Best friend. Et c'est Singila. On parle de Singila. Mais pourquoi pas? Why not? Tu connais Soirée avec. C'est clair. Soirée avec, je passe une soirée avec elle. Ah oui, Singila. Elle a pris 3 bouteilles pour pouvoir la rendre folle. C'est sûrement sa bonne frangine. Tu vois, donc on aime déjà. Franchement, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, ils sont trop mignons. Ils sont en train de jouer à cache-cache, là, ils nous embrouillent un peu. Je trouve pas que c'est mignon. Ils sont mignons. Et franchement, ils jouent à cache-cache. Ils seraient plus mignons avec moi. Ils seraient plus mignons avec toi. Sabrina. Fais comme Julia, c'est compose ta candidature, maman. On te soutient. Voilà. Donc voilà, je disais, ils sont en collabo. La chanson est sortie le 27 novembre dernier. D'accord. Donc voilà, c'est Cage en or. Et donc dedans, sur les paroles de la chanson, on peut entendre Charlotte dire « Pour toi, je vais ouvrir la page, à vous ». Enfin, toute cette mélodie. Est-ce qu'il y a déjà le clip? Je sens que c'est beau. Non, le clip n'est pas encore sorti. Donc ça arrive forcément juste après la sortie de la chanson. Donc voilà. C'est ça. Mettez-vous ensemble. On en a marre, Singila et Charlotte. Hein? Oh là là, merci Gabi. De rien. Voilà, Novembre Bleu étant terminé, la sensibilisation continue, le dépistage. Parlez-en aux hommes que vous aimez. Vous serez avec le docteur Olagui Giscard pour la deuxième partie de votre émission. Docteur, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, merci. Donc je vous présente Gabrielle, Sabrina, bienvenue sur Lady Tribe. Enchanté. Votre journée s'est bien passée? Oui, ça va. Alors, on va aller droit au but. Parlez-nous d'abord de l'initiative de Novembre Bleu. Parce que j'avoue que moi, c'est cette année que j'ai entendu parler de Novembre Bleu. Je ne sais pas les filles. Oui, cette année. C'est cette année. Nouveau. C'est quoi Novembre Bleu? Non, mais en réalité, Novembre Bleu, c'était un mois qui est dédié, mais c'est partout, hein, c'est depuis très longtemps, sauf que c'est la première fois quand même chez nous qu'on essaie de penser, grâce bien évidemment à l'initiative de la Société gabonaise d'urologie. On a une société savante maintenant aujourd'hui au Gabon et c'est par l'intermédiaire de cette société dont le responsable est le docteur Massandé. Et donc c'est lui qui a initié chez nous Novembre Bleu. C'est qu'en réalité on était en retard par rapport à d'autres pays. Enfin on voit bien comment Octobre Rose prend de l'ampleur et en réalité ailleurs ça se fait aussi Novembre Bleu. Sauf que nous, il fallait bien que les urologues que nous sommes, on prenne en charge cette histoire des cancers masculins pour ne pas être en marge de ce qui se passe à Octobre Rose par exemple. Donc voilà, donc cette année ça a été quand même une année de démarrage. C'est pour ça qu'on a démarré un peu en retard et que les choses n'étaient pas forcément bien ficelées. Mais j'espère que dans le prochain Novembre Bleu, Inch'Allah, je pense que ça se passera mieux que maintenant. Parce que là, je pense que c'était un peu difficile de pouvoir s'organiser correctement comme il se doit, faire des sensibilisations comme ça doit se faire pendant le mois de novembre, et après proposer des dépistages à ceux qui sont volontaires. Donc nous rappelons que Novembre Bleu, c'est le mois de novembre dédié à la campagne de sensibilisation sur les cancers masculins. C'est ça? Oui. Gabrielle, tu boues d'impatience. Oui, là, à ce moment-là, j'ai envie de vous demander comment s'est articulée la campagne au Gabon. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a eu des séances de sensibilisation, même si après ça n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait, parce qu'en réalité, c'est quand même moi qui ai fait pour la sensibilisation.
Novembre, ça été un mois de la sensibilisation au maximum. Et en réalité, le dépistage n'a de la place que si les gens sont bien sensibilisés. C'est-à-dire qu'il faut bien amener les gens à être dépistés. C'est qu'il faudrait que Novembre Bleu initie les gens, fasse comprendre aux gens l'intérêt du dépistage. Et qu'après, dans les mois qui suivent, on est en décembre maintenant, décembre, janvier, février, que les gens pensent à ça, que les gens parlent autour d'eux. Donc il faut quand même essayer, parce que la nouvelle c'est celle-là, il faut se dépister, parce que. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, nous, au sein de notre société, et bien évidemment par l'appui du ministère de la Santé, c'est qu'il y a eu des dépistages qui ont été réalisés. Il y a eu très peu de sensibilisation, je l'avoue. Il y a eu quand même des dépistages pendant une semaine au CHU, au CHUL. Et les gens, il y a des collègues qui ont consulté. Voilà. Donc on a pu faire certaines consultations. Je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés pour faire des consultations et des dépistages. Ouais. Très peu de consultations, de sensibilisation à cause de la Covid ou bien... C'est vrai qu'après, il y a cette histoire de Covid qui fait qu'on limite un peu le nombre de consultants. Mais en réalité, c'est parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Vous savez, Octobre Rose, pour ne parler que d'Octobre Rose... parce que ce n'est pas dans notre culture. Non, ce n'est pas notre culture, mais c'est qu'il faut qu'on en parle. Octobre Rose, les gens se préparent depuis très longtemps quand même. Les gens en parlent, hein, même si moi je reste persuadé que Octobre Rose, il y a quelque chose dans Octobre Rose qui gêne un peu. C'est que les gens attendent le mois d'octobre pour se faire dépister. Comme j'ai dit, c'est pas normal. Il faut que les gens pensent à se dépister tout le temps. À tout moment. Voilà. Mais Octobre Rose, quand même, ils ont beaucoup de pas d'avance. Novembre, les gens découvrent ça que maintenant, chez nous ici. Donc le temps, déjà je vous ai parlé des consultations qui n'ont duré qu'une semaine. En réalité, ça avait duré 4 semaines, un mois. C'est parce que le temps de mettre tout ça en place en une semaine, c'est pas facile. Les gens n'ont pas forcément pris le pas tout de suite. Et donc, quels sont les principaux cancers masculins? En réalité, les cancers masculins, il y en a beaucoup. Mais les cancers qui sont visés par Novembre Bleu, il n'y en a que 2. C'est les cancers qui sont comment je vais dire, les cancers qui sont à la portée du dépistage. Les cancers pour lesquels il faut dépister, finalement. Le cancer de la prostate, qui est le cancer qui est le plus fréquent, et après le cancer du testicule, qui est moins fréquent, lui. Et qui est moins fréquent que le cancer de la prostate. Donc, lorsqu'on parle de cancer masculin, on met beaucoup plus l'accent sur le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Mais quels sont alors les signaux qui alertent pour le cancer de la prostate et pour le cancer de la testicule? D'accord. C'est qu'il fallait qu'on revienne sur quelque chose. C'est qu'en réalité, il y a des tabous qu'il faudrait qu'on enlève. Parce que les gens, vous savez, quand on parle de cancer, ça veut dire la mort, déjà. Cancer annoncé, ça veut dire qu'on va mourir. Il n'y a plus d'espoir de vie. Quand on parle de prostate, tout à l'heure, on se disait, moi j'ai de la prostate. Mais en réalité, j'ai des malades qui viennent me voir, qui me disent, moi j'ai de la prostate. Moi je réponds, moi aussi j'en ai une. Parce que les gens ne comprennent pas. La prostate, c'est le nom d'un organe. C'est un organe qui est masculin, qui est unique, qui est un organe qui est masculin, qui se trouve aux confins de 2 grandes fonctions chez l'homme. C'est-à-dire et la reproduction, donc la sexualité, et la miction. Et donc, aux confins de ces 2 grandes fonctions. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a atteint de la prostate, la maladie de la prostate va forcément influencer sur les 2 fonctions, notamment le cancer. Donc il y a 2 grandes maladies, il y a 2 plus grandes maladies, il y en a d'autres, mais il y a 2 maladies majeures qui touchent la prostate. Il y en a 2. Il y a une qui est très fréquente, c'est celle dont les gens se plaignent beaucoup, c'est celle dont les gens viennent et disent moi j'ai la prostate. En réalité c'est parce qu'ils ont une forme bénigne de cette maladie. C'est un versant de la chose qui n'est pas forcément du cancer, mais qui est la forme bénigne de l'atteinte de la prostate. C'est-à-dire c'est une prostate qui va vieillir avec l'âge, tout simplement, et qui va grossir. Et comme le canal urinaire, le canal par lequel les urines sortent de la vessie vers l'extérieur, passe en plein milieu de la prostate, quand elle grossit, elle va serrer le conduit. Et en général, les gens sont symptomatiques, les gens les signent. Les gens viennent, ils arrivent, ils viennent voir le malade, le médecin, ils vont se plaindre, moi j'ai du mal à faire pipi, j'ai mon jet urinaire qui a diminué, je me lève plusieurs fois dans la nuit, j'ai du mal à contenir les urines, quand j'ai fait pipi j'ai l'impression de n'avoir pas vidé ma vessie. Et parfois même, c'est la partenaire qui se rend compte, l'homme en général, vous savez, en Afrique, la prostate c'est un tabou. Donc les 2 grandes pathologies, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une qui va être symptomatique, une pour laquelle les gens vont se plaindre, c'est celle-là qui amène les gens à l'hôpital. Et après, comme je disais, c'est souvent la partenaire qui s'en rend compte. C'est la partenaire qui va vivre avec son mari ou son copain et qui va se rendre compte d'une chose. C'est que lui, quand il va là-dedans, non seulement il se réveille plusieurs fois la nuit pour aller faire pipi, donc ça dérange le sommeil de l'autre. Deuxièmement, il va aller aux toilettes
Parfois, c'est pour aller se laver, donc il y a un petit pipi du matin, et après on se lave. Mais en réalité, la femme ou la partenaire va se dire, mais enfin, ça fait très longtemps qu'il est allé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça traîne? Et quand elle va, elle se rend compte qu'il est encore en train de faire pipi. Attends, depuis là, tu fais pipi, il y a un problème. Et c'est elle qui tire les premières sonnettes d'alarme. Parce qu'en réalité, l'homme, quand il voit ça... L'homme est négligent. Enfin, il constate bien, il veut juste ignorer ça. Non seulement il constate, mais c'est parce que... Enfin... Non, il constate, mais en réalité, c'est que l'homme s'adapte facilement à des choses qui sont, en réalité, qui sont belles choses. Il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il essaie de s'accoutumer à ça. Tant qu'il arrive à faire pipi, même s'il prend du temps, oui, je crois que c'est ça. Il va pas s'en plaindre. C'est pas douloureux, non? Non, c'est pas douloureux. C'est gênant. Bah oui. C'est gênant. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont du mal. C'est quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai du mal à prendre les embouteillages. Par exemple, là on voit qu'il y a des embouteillages sur la route d'Angongé. Si on dit à ce monsieur, écoutez, il faut sortir le matin, allez-y, sortez. Il va vous dire non, je ne peux pas. Parce qu'il a peur de se faire pipi sur lui, il a peur de pisser dans la voiture, parce qu'il ne peut pas, il sait qu'il va tomber dans les embouteillages. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie son schéma, sa manière de vivre. Il va modifier tout ça. Mais sans pour autant se dire, mais je constate des choses qui sont pas bien, je vais voir le médecin. Parce que le réflexe, c'est de se dire, moi je vois que je pisse plus bien, il faut que j'aille voir le médecin. Mais non. Mais tant qu'il peut éviter les embouteillages et faire pipi d'abord à la maison et tranquille, il va s'accommoder à ça, il ne va pas aller voir le médecin. Donc en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, l'autre côté de la chose, comme je vous ai dit, c'est quand même deux grandes maladies. Il y a la plus fréquente, celle dont les gens vont venir. C'est la partie bénigne de la maladie. Mais après, il y a le cancer. La différence entre les deux, c'est que le cancer, il est complètement asymptomatique. C'est qu'il ne parle pas. Il n'y a rien, vous n'avez rien. Silencieux. Il est silencieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se plaignent de rien. Et on dit, mais écoutez, venez faire un dépistage, venez parce que vous avez l'âge, vous avez atteint l'âge de faire un dépistage. C'est là qu'ils découvrent. Mais c'est là qu'on découvre quelque chose. C'est pour ça que c'est très important de parler, c'est pour ça que le novembre a sa place et qu'il faut sensibiliser les gens. Parce que c'est quand même important de se dire qui se lève et qui va voir un médecin alors qu'il se sent bien. C'est ça. On parlait des signaux, qui alertent. On a pu comprendre qu'il a du mal à uriner, l'homme, le monsieur. C'est le seul signal? Non, mais il y en a beaucoup. On ne parle pas du cancer. Moi, j'ai dit de la prostate. De la prostate. C'est-à-dire des gens qui ont l'adénome de la prostate. On dit ça pour l'hypertrophie, la prostate qui a vieilli, qui a grossi. Hypertrophie. Okay. La prostate qui a grossi. Ce sont ces gens qui vont consulter tout de suite. D'accord. Mais en réalité, le cancer, non. Le cancer ne consulte pas. Si on consulte pour un signe, c'est-à-dire que si on consulte pour le cancer, pour un signe qui est en relation avec le cancer, que ce soit les douleurs ou les difficultés à faire pipi, ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le cancer a déclenché le chronomètre de la mort. C'est qu'on a déclenché le chronomètre de la mort. Parce qu'il n'y a pas... Quand on est symptomatique sur un cancer de la prostate, c'est que c'est une forme grave. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le cancer fait? Peut-être qu'on va en revenir, mais c'est que le cancer, il vient... Je vous ai dit, il était asymptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de symptômes. Et qu'est-ce qui se passe, pendant cette période? Comme situation. Posez-vous un peu la question en se disant comment une maladie peut m'habiter moi pendant 5, 6, 10 ans et cette maladie est silencieuse. Elle est silencieuse, pourquoi? En réalité, les gens ont beaucoup réfléchi. C'est que la maladie, en général, et les cancers, c'est quelque chose, c'est des maladies qui ont une intelligence beaucoup plus prononcée que l'homme. L'intelligence humaine n'arrive pas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui à pouvoir réfléchir plus vite que le cancer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait pendant 5, 6 ans, 10 ans? Il fait quoi chez nous? Il analyse, il étudie ton corps. Voilà, il essaie de vous étudier, il essaie de vous comprendre, il essaie de comprendre vos habitudes de vie. Parce que le jour qu'il commence à frapper, le jour qu'il commence à être symptomatique, c'est parce qu'il a compris, il vous a compris complètement. Et là, il frappe très fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre ce moment-là. Parce que si on attend ce moment, c'est trop tard. C'est-à-dire que si on commence à consulter pour un problème de métastase, enfin un problème de cancer symptomatique, ça veut dire que c'est trop tard. En réalité, il y a déjà des petites cellules qui sont... Il a eu le temps de donner des petites cellules un peu partout, à gauche, à droite. Parce qu'il faut oublier que le cancer, il faut considérer le cancer comme une femme enceinte. Moi, je le dis souvent aux étudiants. Pourquoi une femme enceinte? C'est que le cancer, quand on vous dit cancer, pensez à une femme enceinte, mais avec plusieurs enfants. À un moment donné, elle va donner ses enfants-là. Mais sauf qu'elle va dire à ses enfants, vous n'habitez pas en même temps que moi, allez-y chercher le lieu d'habitation. Ou à la limite, elle va affecter les enfants, allez-y rester à telle place. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre ces enfants et elle-même? C'est que les cancers sont les cellules qui sont parties, qu'on appelle les métastases. Ce sont des cellules qui ont en réalité qui sont des petits cancers. C'est le reflet de la mère à l'échelle tout petit. La mère est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse. Mais c'est pour ça, à ce moment-là, vous voyez que le traitement devient quand même dérisoire, illusoire même quasiment. Pourquoi? Parce qu'elle va envoyer des petits-enfants qui partent par milliers, qui quittent l'organe qui va donner naissance. Et eux, à leur tour, vont se... Ils restent où? Ils restent partout. Ils restent à l'os, ils restent au cerveau, ils vont au cœur, ils vont au foie, ils vont partout. C'est pour ça qu'à ce stade, comment voulez-vous qu'on traite autant de cancers en même temps?
c'est pour ça que le traitement devient illusoire et la survie devient précaire, tout simplement. Sabrina, tu as une question? Allez, réveillons Sabrina. Non, mais je suis très attentive et voilà, je suis un peu choquée quand même. Comment on explique le cancer comme ça? Y a-t-il des personnes plus à risque que d'autres? Donc, les personnes à risque, on va fermer le chapitre de la prostate qui vieillit, puisque ça ne concerne pas Octobre Rose. Je vous ai dit, c'est l'hypertrophie de la prostate. C'est la prostate qui grossit, qui est symptomatique, dont les gens se viennent tout le temps. Donc, on ferme ce chapitre. C'est juste pour dire, parce que c'est la partie la plus importante des maladies de la prostate. Donc, on va fermer, on va revenir sur le cancer. En réalité, il n'y a rien à l'heure d'aujourd'hui qui laisse penser que telle personne va à un risque d'avoir du cancer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs de risque quand même. Il y a quand même des gens qui sont à risque. Mais c'est quels gens? C'est les gens qui ont un père directement, c'est une liaison directe, qui ont le cancer de la prostate. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a une connotation derrière génétique. Même si on n'arrive pas à la prouver très bien, mais on sait qu'il y a une connotation génétique. Les gens qui ont eu un père ou qui ont un père qui a un cancer de la prostate, ce sont les gens qui sont à risque. À risque, tout simplement, c'est qu'ils doivent faire des séances beaucoup plus rapprochées qu'un sujet normal, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir le cancer aussi. Hein, faut pas, voilà. Mais est-ce que ça peut sauter le père? C'est-à-dire si le grand-père avait, ça saute le père et ça va direct Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un cancer qui accepte ce qu'on appelle un saut de génération. C'est-à-dire qu'il peut sauter une génération et aller dans une génération. C'est-à-dire que le père est porteur. Mais voilà, pour les raisons X ou Y, il ne va pas développer la maladie, mais ça va se retrouver chez... Voilà. Oui, Miss. On fait assez de la génétique. À chaque fois, c'est toujours des situations, oui, telle a eu ça. Hérédité, oui. Ouais. Mais c'est vraiment un truc sérieux, donc bon, écoutez. Ok, ma prochaine question, c'est la suivante. Peut-on bénéficier de soins appropriés ici au Gabon? Oui. Si on initie quand même Novembre Bleu, ce qu'il faut bien dire aux gens, on ne va pas vous évacuer. Oui. Ce serait trop facile de dire aux gens, il y a Novembre Bleu. Oui. On a la chance à Libreville, je dirais au Gabon, peut-être en Afrique centrale, d'avoir un centre, ce qu'on appelle l'Institut d'oncologie de Libreville, l'ICL, qui se trouve à Kanda, qui sont très bien. Ils ont quasiment toutes les molécules, même s'ils n'ont pas des molécules récentes, mais en réalité peuvent faire venir les molécules. Après, il ne faut pas trop rentrer dans... parce que moi, parfois, je regarde, hein, vous savez, on est abonné à des revues scientifiques. Moi, je vois parfois des découvertes, on a découvert telle molécule qui va diminuer, qui va réduire, machin, qui va donner une survie, qui va augmenter la survie. Mais en réalité, quelle est la molécule qui a donné une survie de plus de 2-3 ans? Ça n'existe pas. Donc, ce sont des produits qui sont chers. Nous, il faut se limiter à ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est prendre les gens en charge. Si c'est un cancer qu'on peut opérer, on opère à Libreville. Si c'est un cancer qui a dépassé l'intervention chirurgicale, mais qui est qu'on peut mettre un traitement secondaire, c'est-à-dire que soit après chirurgie ou même sans chirurgie, on peut le faire. Et je le dis de manière intégrale à Libreville. Il n'y a aucune raison de pouvoir évacuer un malade d'un cancer de la prostate. À nos jours, on a l'ICL, qui est un grand centre, ils ont quasiment tout, et des médecins très compétents. Je vais revenir sur le cancer de la prostate et parler de la campagne. Tout à l'heure, docteur, vous avez dit que c'était assez mou, la campagne sur Movember. Mais je veux demander, est-ce que vous pensez que la campagne a été molle parce que c'est la faute des autorités ou aussi les hommes qui ne se sentent pas beaucoup concernés par le dépistage? Parce que la question du dépistage a beaucoup fait couler de salive et d'encre sur les réseaux, dans les revues et même dans les foyers. Parce que les hommes, on a l'impression qu'ils sont réticents. Pourquoi ils sont-ils réticents? C'est qu'en réalité, l'homme africain est réticent. Réticent sur les maladies qui touchent la ceinture pelvienne, le bas-ventre, comme on dit. Parce qu'on touche un côté qui est très fort, c'est la sexualité. Vous avez la peur masculine de se faire dépister du cancer naît de plusieurs choses. Mais la chose la plus importante, c'est déjà l'examen, le dépistage. Comment ça se fait, le dépistage? Vous savez, le dépistage pour toucher la prostate, déjà. C'est différent de toucher rectal. Donc ça, déjà, vous voyez un peu. Dire un Africain aujourd'hui, venez, on va faire un toucher rectal. Il faut en faire on va faire un tous les 3 mois, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, c'est que les gens savent. Les gens, ils savent. Ils se disent, bon, d'accord, moi, je vais avoir un cancer de la prostate. On me dit qu'il faut m'opérer. C'est le traitement, en règle générale, qui est souvent fréquent. On va m'opérer. Mais c'est quoi les risques d'intervention? Il va perdre son érection. Vous imaginez, il a 55 ans, on va dire 55 ans, moyenne d'âge, on va dire ça comme ça. Il a 55 ans. Vous imaginez un Africain, 55 ans, à la fleur de sa vie. On va lui dire, vous avez un cancer de la prostate, qui ne va peut-être pas vous tuer tout de suite, qui va vous tuer peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et il faut vous opérer.
Les risques de l'intervention, c'est ça. Vous allez perdre l'érection, vous allez prendre incontinent, vous allez porter les couches. Vous allez rester en case. Vous voyez un peu. Voilà, le choix est vite fait. Donc ils se disent, bah, attendez, moi j'écoute ça. Écoutez un peu ailleurs où les pays sont développés, il y a des hommes qui ont assez d'argent qui meurent du cancer de la prostate. Mais moi, voilà, je suis un citoyen lambda, comment pourrais-je soutenir? Donc les gens, ils ont peur, ils disent, moi je n'y vais pas. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en réalité, le dépistage, il faut qu'on amène les gens, il faut qu'on arrive à dire aux gens, pour vous soigner. Et que même s'il y a des problèmes d'érection et ainsi de suite, on peut traiter, on peut trouver des solutions intermédiaires pour essayer de favoriser un rapport sexuel. Donc ça, déjà, vous savez, quand on touche la sexualité en Afrique, c'est un vrai tabou, il ne faut pas toucher cette affaire-là, parce que les gens ne se sentent pas, ils se sentent hommes. Et après, l'autre côté, c'est les médecins. C'est que nous sommes un peu responsables de ça. C'est qu'on ne véhicule pas souvent assez le message. Moi, quand je reçois des patients qui ont plus de 45 ans, même s'ils viennent pour un problème autre qu'un problème de la prostate, je profite du passage pour essayer de parler en 2-3 minutes, en se sensibiliser. Vous avez l'âge, voilà, le cancer de la prostate guette, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes intéressé, parce qu'il faut quand même proposer, est-ce que vous êtes intéressé à faire un dépistage? Donc, il faut trouver les mots. Il y a tout ça, oui. On est responsable. Moi, je suis responsable aujourd'hui de cette morosité là, au niveau des gens qui vont pour un dépistage. On doit faire des efforts pour amener les gens, en amenant des garanties aussi. Parce que ce n'est pas seulement faire le dépistage, mais quelle est la garantie qu'on a? Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais après, c'est en réalité, quand on dépiste quoi? Voilà. C'était la prochaine question. Donc, on dépiste quoi? C'est qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure, le cancer, il prend 5 à 10 ans de votre vie pour essayer d'être asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Mais en réalité, je vous dis, il est très malin. Pourquoi il ne veut pas être symptomatique à ce moment-là? C'est parce qu'il est dans une forme faible. Il est faible à ce moment-là. Voilà pourquoi il ne se montre pas. Parce qu'il sait que s'il se montre à ce moment-là, il est traité. Mais nous, qu'est-ce que nous on fait? On doit aller le chercher dans sa forme faible. C'est l'arme qu'on a, c'est tout. Parce que dans la forme faible du cancer de la prostate, c'est dans la forme initiale où on est asymptomatique, où on appelle, à cette période où on appelle les gens à venir faire le dépistage. Parce qu'à ce moment-là, plus de 90% des cancers trouvés là, ce sont des cancers qui sont à faible risque. Ce sont des cancers pour lesquels la chirurgie va traiter. Je vous dis tout à l'heure, cancer égale mort. Mais là, non, cancer traité égale vie. C'est qu'on est guéri quasiment à 90% des cas. Plutôt vous faites dépister, plutôt on trouve. Et mieux c'est traité. Bah oui, mieux ça va. On trouve des cancers qui sont à faible risque quand même. C'est pour ça qu'il est asymptomatique. C'est pour ça qu'il ne veut pas se faire savoir. C'est pour ça qu'il ne veut pas se faire connaître. Parce qu'il a peur, justement. Mais il a réfléchi aussi. Il a peur de se faire trouver à ce moment-là. Parce qu'il sait que si on l'attrape, on le sort vite fait. On le sort vite fait. Donc il prend du temps pour essayer de tout. Il étudie tout quand même. Sabrina, tu aurais une dernière question? Une dernière question, c'est plus sur les facteurs à risque. Moi, j'ai souvent entendu dire que avoir des rapports sexuels, que le nombre de rapports sexuels au cours de la vie d'un homme était favorable à l'apparition du cancer de la prostate. Est-ce que c'est vrai? Que pensez-vous de cette affirmation? Parce que j'ai eu des débats ici avec beaucoup de mes collègues. Eux, ils ont insisté sur le fait que le rapport sexuel, ça aide à prévenir le cancer de la prostate. Et vous étiez contre, c'est ça? Oui, moi je pense que c'est possible que le nombre de rapports sexuels au cours de la vie d'un homme puisse agir en fait sur en affaiblissant la prostate. Moi je vous dis, c'est qu'en réalité je pensais comme ça comme vous. Avant d'être urologue, j'ai pensé comme ça. Avant de fouiller, j'ai pensé comme ça. Mais en réalité, on s'est tous trompés. C'est que vos collègues, ils ont dit la vérité. C'est qu'il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a absolument rien. Et là, vous savez, c'est une question qui est d'actualité. C'est pour ça que l'étude qui a été faite initialement, on la renouvelle chaque année pour qu'on remette les gens au parfum. Pour dire non, ne vous obstinez pas. L'activité sexuelle, que ce soit le rythme ou la manière dont se fait, ça n'a jamais été un facteur provoquant le cancer. Absolument pas du tout. Au contraire, l'effet inverse est vrai. C'est que c'est plutôt protecteur, les rapports sexuels. Ah oui. Parce qu'il a été démontré que quand on a le cancer de la prostate, on a des cellules cancéreuses qui sont en relation avec le sperme, c'est la sémence qu'on voit en réalité, le liquide. Voilà. Donc les cellules sont. Donc si on vide ce liquide séminal plus fréquemment, les cellules cancéreuses ne sont pas en contact avec le sperme. Et donc du coup, mais ça a été démontré. Donc
plus on a des rapports sexuels, et on est mieux protégé du cancer de la prostate. D'accord, ok. Bon, au moins aujourd'hui j'ai la réponse d'un spécialiste, c'est bon. Donc les gars, vous avez gagné. N'allez pas m'attaquer après. Vous avez gagné, c'est bon. Est-ce que les médecins se font dépister aussi? Parce que bon, c'est ironique de savoir que on parle aux autres, oui, allez-y le faire, etc. Est-ce que les docteurs eux-mêmes vont le faire? Est-ce que vous le faites? En général, à l'intérieur, il y a quand même celui qui s'habille le moins bien. Moi, vous savez, moi, quand on approche une aiguille, j'ai très peur. Quand Dieu se le sait, j'opère, j'aime opérer, je prends du plaisir à ouvrir les ventres des autres, mais je pense que j'ai très peur. Oui, mais à un moment donné, quand on voit les chiffres aujourd'hui, moi je suis chirurgien, j'opère les cancers de la prostate. Cette intervention, quand je l'imagine sur moi, j'ai très peur aussi. Donc, est-ce qu'il faut aller se dépister? Oui, je pense qu'on a le droit d'aller se faire dépister. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, je vous ai dit, si on dit aux malades qu'on va vous dépister pour avoir les formes à faible risque et qu'il faut vous opérer, les gens aussi ont fui à ce moment. La chirurgie, docteur, je suis jeune, j'ai 55 ans, je viens à peine de me marier, je viens à peine d'avoir un poste de fonction, un poste de fonction. Je ne vais pas quand même venir au travail en couche, docteur. Donc, les gens réfléchissent. C'est-à-dire que les Américains ont commencé à réfléchir avant les Européens. Ils se sont dit, mais tiens, est-ce qu'on est obligé d'opérer ces gens-là finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a pu montrer à l'heure d'aujourd'hui, par des études mais randomisées de part et d'autre, avec des grandes cohortes, donc des effectifs mais vraiment pléthoriques, que plus de 60 à 70% de ces malades qui sont à faible risque, on peut ne plus les opérer. On fait quoi? On surveille. Et il y a des gens qui sont restés comme ça pendant 15 ans avec un cancer de la prostate, surveillé, à faible risque, pour lequel on n'a pas traité. Et l'autre côté où la maladie est encore intelligente, où les gens ont compris, ont fini par comprendre, c'est qu'on fait le dépistage à partir de 45 ans. Je ne vous ai peut-être pas dit pourquoi 45 ans, moi arrivé 45 ans. Il y en a qui disent 50 ans. Mais 45 ans, c'est parce qu'il fallait qu'on calque un peu le modèle afro-américain. Les Américains ont fini par comprendre aux États-Unis que les Noirs américains et les sujets caucasiens ne faisaient pas la même forme de cancer. Bah oui. Les Noirs américains faisaient des cancers à l'âge beaucoup plus jeune et surtout des cancers beaucoup plus violents. C'est qu'il dit qu'à 45 ans, le cancer, avant 50 ans, il est mort. Wow. Et pourquoi? Mais c'est la génétique. Je pense qu'il y a un problème génétique. C'est un peu comme avec le cancer de... C'était quoi? Non, avec les kystes ovariens. Il était prouvé que les femmes afro développaient plus de kystes Il y a vraiment quelque chose. Et donc, du coup, on dépiste à partir de 45 ans. Mais l'autre côté, c'est qu'on va dépister jusqu'à quand? Pas à 100 ans quand même. Oui, c'est qu'à partir de 75 ans. Pourquoi les gens ont arrêté 75 ans pour le dépistage? Parce qu'à partir de 75 ans, on est sûr que si on découvre un cancer de la prostate à 75 ans, le cancer il vous laisse tranquille, il ne va pas vous tuer. Est-ce que vous imaginez un peu comment cette maladie est intelligente? Super. C'est que 75 ans, pourquoi aller agresser quelqu'un qui a 75 ans? Il est en fin de vie, donc il a compris, bah, ça va, je suis resté avec lui, il ne m'intéresse pas, il n'a qu'à mourir, d'autres choses. Et donc il vous laisse tranquille. C'est pour ça que les Américains ont réfléchi. Et même les Européens maintenant, ils se sont dit même, si un malade a 60 ans et qu'on découvre un cancer de la prostate qui a faible risque, on a prouvé que sur 10-15 ans, la maladie ne fait rien. Le but, c'est quand même d'amener ce patient de 60 ans à 75 ans. Il faut l'amener à 75 ans. Pour qu'au final, on ne fait plus rien après. Pour sortir de là, pour sortir de ce cercle infernal de dépistage, pour lui éviter la chirurgie, les couches et autres. Et donc, du coup, on fait la surveillance. Donc, c'est quand même un message important. Dire aux gens que, il faut faire un dépistage parce que vous n'avez rien, vous ne payez de rien. Et même si on découvre quelque chose, si on découvre un cancer, c'est probablement à faible risque. Un cancer pour lequel le traitement est quand même là. C'est-à-dire que même s'il ne faut pas suivre, on peut vous opérer, vous allez guérir. Cancer, guérison, vous allez guérir. Maintenant, autre chose, c'est de se dire que, il faut aussi, nous on dit à ces malades-là, que même si on trouve un cancer qui a des indications de se faire opérer, on peut trouver un cancer pour lequel on peut surveiller quand même. Est-ce que vous imaginez quelqu'un avec un cancer de la prostate? On va dire, vous avez un cancer de la prostate, mais on ne vous fait rien. On vous surveille. Et la suivante, c'est quoi? C'est une prise de PSA, c'est une prise de sang, tout simplement. On ne vous fait rien. Vous pouvez aller travailler, votre vie n'est pas menacée, le cancer n'est pas menacé, et le cancer ne menace pas votre vie, ainsi de suite.
c'est quand même quelque chose de gagné. Quelqu'un qui a 55 ans, il va vous dire, docteur, finalement, j'ai eu le cancer, j'ai eu peur, j'ai lu partout sur Internet. Non, je vous surveille, je ne vous opère pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, ils sont allés à développer ces techniques. Donc, c'est validé. Les guidelines aujourd'hui disent que toutes les recommandations américaines, européennes et même françaises disent oui, il faut surveiller. Il y a certains critères pour lesquels il faut surveiller ces malades-là, parce que c'est des malades qui ne nécessitent même pas l'opérer. Trop de morbidité chez ces malades-là, les dysfonctions, les problèmes d'érection, les problèmes d'incontinence, les gens avaient peur, les gens ne venaient plus se faire opérer, les gens hésitaient à se faire opérer. J'ai du cancer, docteur, laissez-moi tranquille, je vais mourir, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on peut surveiller les gens. Est-ce que c'est pas magnifique ça? C'est magnifique, franchement. C'est pour ça que le dépistage, il faut dire aux gens, venez vous faire dépister. N'attendez pas à être symptomatique. Un malade métastatique au Gabon, il n'y a personne qui a vécu plus d'un an quand même. Donc dès que vous êtes symptomatique, attention, dès que vous avez un symptôme qui est lié au cancer de la prostate, ça veut dire que les choses sont allées beaucoup trop vite. Et 10 ans derrière, il a pris le temps de vous connaître, de détruire à petit feu, et c'est trop tard là. Donc voilà, on retient, venez vous faire dépister avant d'être symptomatique. Oui, c'est le but du dépistage. Venez vous faire dépister. C'est venu, parce qu'en réalité, moi je dis, je prends cet exemple-là en disant aux gens, il y a 2 chronomètres, il y en a 2. Il y a un que vous allez déclencher vous-même. Vous déclenchez le chronomètre de la vie et de la guérison. Parce que vous allez déclencher, vous le déclenchez au moment où vous allez vous faire dépister. Et il y a l'autre, si vous ne le déclenchez pas, c'est le cancer qui le déclenche pour vous, au moment où vous devenez symptomatique. Il déclenche, lui, le chrono de la mort. Parce que l'enchaînement infernal, ça ne s'arrête plus, c'est fini. Donc vous avez 2 choses en main. Donc le malade a 2 choses. C'est à vous de voir. À vous de voir. Voilà. Soit je veux faire dépister, pouf, je déclenche celui qui va m'apporter la guérison, inéluctablement. Soit je ne fais rien. Celui de la mort va être déclenché par le cancer lui-même. Il va déclencher celui de la mort. La balle est dans votre camp, à vous de déclencher le bon. Voilà, c'est comme ça. On était avec le docteur Olagui, on a envie de rester. Je suis sûre que Sabrina a d'autres questions là. Docteur, c'est bon. Peut-être en off, oui. Voilà, en off. Merci, c'était très intéressant les filles. Vous en avez appris sur le sujet. Sabrina, c'est fini les débats sur la sexualité et la prostate, là, c'est bon. Hein? C'est bon, on dit Alain Bakita, vous avez gagné. Vivement le prochain novembre bleu. Bah voilà, merci docteur, ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais vous n'allez pas repartir comme ça, hein? C'est la tradition sur le plateau. Ah bon? Bah oui, vous avez... C'est la partie préférée de Sabrina, voilà. Donc la corbeille, on va dire... je pensais qu'on allait me faire un toucher rectal, peut-être pour un dépistage. Non, c'est pas ça. Non. C'est vous le docteur. C'est vous le docteur. Là, c'est juste des challenges. Voilà, dernière partie de l'émission, les challenges. Ça commence par moi, c'est ça? Corbeille de l'église. S'il vous plaît. Ah, pardon. Tordre les yeux en quoi? En forme de strabisme. Voilà. Ah bon. Ok, d'accord. Tordre les yeux en forme de strabisme. Comment on tord? Voilà. Non, on n'a pas bien vu. Il faut faire un zoom sur ça. Je sais pas comment on tord les yeux. Faut que je mette un petit doigt. Ça vous a relis le challenge, s'il te plaît? J'ai fait ça quand j'étais petit. Tordre les yeux en forme de strabisme. Voilà. Les yeux tordus. Je faisais ça souvent quand j'étais tout jeune. Comment ça? Ah ouais? Voilà. Validé ça. Regardez là. Après, vous pouvez prendre un autre challenge. Hein. Celui-là avait l'air tellement. Vous avez l'air facile. Oui, un autre. C'était très facile. Là. Oh là là. Sabrina fera tous les challenges. C'est bon là. Donnez 3 qualités de vous en 3 secondes. Chrono. 3 qualités en 3 secondes. 1, 2, simplicité, 3. bavardage. Je suis sûre qu'il fera tous les challenges. Parce qu'il n'a pas réussi jusqu'ici. Décidément. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mettez-vous à la place d'une jeune fille et annoncez à vos parents que vous êtes enceinte. Je suis la mère. Donc, il faut m'annoncer que toi, ma fille de 13 ans, tu es enceinte. Comment faire? Maman est très sévère en plus. Hein? Elle a le tuyau orange. Je vais dire, ok, le jaune, c'est pas mieux. Maman, ça fait 3 semaines, je t'avais dit que je n'avais plus de serviettes hygiéniques, j'avais perdu mes garnitures.
Je pense qu'en réalité, je n'ai plus mes règles depuis longtemps. J'ai envie d'aller voir un médecin et je ne sais plus trop ce que j'ai. Je ne comprends pas bien. Il faut bien m'expliquer parce que là, je ne comprends pas. C'est quoi l'histoire avec les serviettes hygiéniques? On arrive à mettre qui ont disparu. Ceux qui ont disparu. Faut me parler, hein? Faut me dire. Moi, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu mes règles. Et maintenant, ça veut dire quoi? Et j'ai un petit copain. Oh. Conclusion? Conclusion. Le petit copain là, c'est qui? C'est qui? C'est le petit voisin, maman. Oh. C'est facile. On va jamais loin. Prenons les bagages. On va habiter chez les voisins. Je vais aller faire les examens, maman. Qui va t'emmener faire les examens? La demande de petit copain de t'emmener faire tes examens. Voilà. Mais tu es sévère, toi. Allez, c'est pour vous. Merci. Voilà. C'est fini, il a déjà fait tous les challenges. Il y en a encore? Bah, Sabrina, tu suis, vu qu'il en reste un dernier. Vas-y, madame. Ah, il faut faire tout? Bah, non, exceptionnellement, aujourd'hui, le docteur a fait tous les challenges. Donc, Sabrina, on te donne. Bah oui, faites-ça, voilà. Julie, ok, je vais lire. Ah, je fais le challenge. Alors, chantez le dernier couplet de la Concorde. Ok, bon. Le dernier couplet, c'est quoi? Attends, unis dans la Concorde. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt, unis dans la concorde. Elle est magnifique, franchement. Gabriel, vas-y, écoute. Chanter du Whitney Houston, I will always love you. Ah, ok. Aïe, j'apprécie le regard. Un couplet, un refrain. We'll always love you. We'll always love you. Mais c'est ton karaoké, toi. Regarde ma fille là. C'est fini, elle. Magnifique, les filles. Magnifique. On a beaucoup chanté aujourd'hui. Ouais, on a beaucoup chanté. On a beaucoup chanté. On a fait la maman fâchée et tout ça. Merci encore, Dr Olagui. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur Lady Tribe. Voilà, notre plateau féminin. On espère que vous n'êtes pas ennuyés. Non, ça va. C'était très bien. Vous avez passé un bon moment. En tout cas, on a beaucoup appris. Ouais, vous êtes agréable. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Donnez-nous le top, on vous invite quand vous voulez la prochaine fois. Inch'Allah. Voilà, chers internautes, c'est la fin de Lady Tribe, votre émission 100% féminine. Voilà, nous étions avec le docteur Olagui, avec qui nous avons discuté des cancers masculins, précisément du cancer de la prostate. C'est le week-end, c'est Lady Tribe, on vous donne le ton pour ce week-end, enlevez les chaussures. Voilà, profitez. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.